Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Comme un gros coup de mou généralisé, comment se motiver quand on passe ses journées en télétravail, quand on ne voit plus ses collègues, quand on est au chômage, quand on est retraité avec une vie sociale réduite à peau de chagrin, quand les plaisirs quotidiens ne sont plus rythmés par des activités de loisirs, par des relations avec sa famille ou ses amis, quand on passe ses journées de cours devant un écran, bref, quand la vie perd de ses couleurs, comment retrouver le goût de l'action, comment renouer avec l'envie d'avoir envie, comment injecter à nouveau du désir dans son existence, bref, comment ne pas sombrer dans l'apathie, l'aboulie, la fatigue d'être soi, voire une dépression, se motiver quand la crise sanitaire nous englue dans un éternel présent sans perspective. C'est notre mission ce matin. Vous pouvez nous raconter votre motivation en berne, comment vous avez retrouvé le désir d'aller de l'avant au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de l'émission. Vous retrouverez évidemment les questions pertinentes de Marie-Laure Sunshine, de Femmes Actuelles. Bonjour Éric Libio. Bonjour Ali. Quel est le menu de vos choses presque vues ? Eh bien écoutez, je suis tellement motivé pour vous dire comment je me suis motivé que je vais attendre un petit peu encore. À tout à l'heure, bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi. France Inter, Ali Rébéi, Grand bien vous fasse. Le fait de rester enfermé dans sa chambre quand on vit seul ne motive pas à travailler et influe sur mes capacités de concentration. Plus de motivation. Morte psychologiquement. Alors, la journée d'un étudiant en 2021 se résume à choisir son pyjama du jour, d'ouvrir son ordinateur et faire acte de présence. On est juste connecté et puis on a cours souvent jusqu'à 20h et puis ça recommence le lendemain. Nouveau pyjama, nouveau petit déjeuner et on rallume la caméra. Le témoignage de Néla dans Brut en mars dernier. Bonjour Sébastien Boller. Bonjour Ali. Neuroscientifique de formation, rédacteur en chef du mensuel Cerveau et Psycho. Vous êtes notre partenaire ce matin avec à la une du numéro d'avril, retrouver l'envie, combattre la morosité grâce à la psychologie de la motivation. Bonjour Héloïse Lérété, bienvenue. Bonjour Ali. Vous êtes journaliste et vous publiez aux éditions Sciences Humaines, Psychologie de la motivation. Bonjour professeur Michel Lejoyeux. Bonjour. Psychiatre, addictologue et chef de service dans plusieurs hôpitaux parisiens. Tiens, que vous inspire le témoignage de Neila que l'on vient d'entendre, professeur Lejoyeux ? Je crois qu'il y a deux différences. Si Néla n'est plus motivée pour rien, il faut vraiment s'interroger, et c'est la base médicale, sur une dépression. Si Néla a en plus de son absence d'envie de suivre des cours en ligne, et c'est difficile de suivre des cours en ligne, une culpabilité, donc des reproches, une fatigue, des troubles du sommeil et de l'appétit, il faut vraiment éliminer une dépression. Mais par contre, si Néla a très envie d'aller au restaurant, d'aller faire la fête, de retrouver la vie d'avant et qu'elle en a assez de certaines contraintes, là, elle est dans un état émotionnel où sa motivation est émoussée, mais qui ne relève pas de la médecine. Vous voyez, il y a un vrai sujet qu'il faut pas rater, c'est ce dépistage de la dépression. Et puis dans les autres cas, on va lui donner plein d'idées à Néla. Sébastien Boller. Oui, je demandais à l'instant à Michel Lejoyeux si les dépressions étaient en forte hausse. Il me disait pas tant que ça. Et je trouve que ça illustre bien ce que dit Néla. C'est une situation qui est très particulière, où on se rend compte en fait que notre envie de nous lever tous les jours, notre allant pour faire des choses, habituellement était maintenue par un ensemble de petits gestes du quotidien, d'opportunités, de rencontres, d'habitudes. Et quand ces habitudes et ce contexte n'est plus là, se pose la question, qu'est-ce qui me fait avancer ? Où est le désir ? Et c'est pour ça qu'on a fait ce dossier. Alors l'étymologie du mot motivation vient du latin motivus, qui veut dire mobile, et de movere, qui veut dire se mouvoir. Professeur Lejoyeux, rassurez-nous, il est naturel de ne plus trop avoir envie de se bouger après 13 mois de crise sanitaire. C'est naturel, c'est un phénomène naturel. Bien sûr, vous le dites très bien, on n'est pas motivé comme ça. On n'a pas une sorte de... Sinon, ça s'appelle un accès maniaque. Vous voyez, quand on a un excès de motivation, quand on déborde d'énergie, qu'on a envie de tout et de n'importe quoi. La motivation, l'envie doit se fixer sur des activités, sur des buts. Alors, quelquefois, c'est très naturel, la situation extérieure nous les offre, on commence sa journée avec plein de tentations. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les offres, les tentations diminuent, donc il va falloir faire une sorte de travail proactif pour chercher des occasions de motivation. Si je vous comprends bien, au plus profond de nous sommeillent des gisements de désir qui ne demandent qu'à jaillir ? Bien sûr, on peut le dire comme ça. En tout cas, sommeil au plus profond de nous des occasions d'avoir envie.
Vous voyez, tout se passe comme si avant, elles nous étaient présentées, et qu'il n'y avait qu'à servir. Aujourd'hui, il va falloir aller les chercher, les rechercher, peut-être les noter, et vraiment faire un petit travail proactif, en se rappelant toujours qu'il y a une maladie qui est la dépression, et que dans ce cas-là, on doit vraiment demander un avis médical. Et ce qui est très intéressant dans l'interview que vous nous donniez, c'est que vous expliquez aussi que parfois, il faut même pas forcément aller les chercher, il faut juste se donner le temps de laisser l'esprit divaguer comme ça, vagabonder mentalement, pour laisser surgir finalement des choses que sinon on réduit au silence par une activité quotidienne. Alors en psychologie, on parle souvent de la pyramide des motivations, du psychologue américain Abraham Maslow. Alors à la base des désirs primaires, des désirs de plaisir sexuel et de nourriture, et tout en haut, des besoins de nouveauté, de beauté, de réalisation de soi. Oui, alors elle est très connue, cette pyramide de besoins de Abraham Maslow, c'est plus d'un demi-siècle. Des motivations. Oui, des motivations. Oui, des motivations, des besoins. Ça a été souvent un petit peu discuté parce que à la base de la pyramide, il y a ce qu'on appelle des motivations qui ont été qualifiées de déficitaires, c'est-à-dire que vous allez avoir envie de faire quelque chose parce que ça n'est pas satisfait et parce que c'est vital. Par exemple, manger, boire, se reproduire, même le fait d'avoir un toit, par exemple, des besoins matériels. Donc ça, c'est des motivations. Quand on n'a pas ça, on va se démener pour l'avoir. Et puis plus on monte dans la pyramide des besoins ou des motivations de Maslow, plus on trouve des motivations tournées vers quelque chose, entre guillemets, en plus. Donc c'est des motivations positives. Ça va être la réalisation de soi, le fait de réaliser un certain nombre de valeurs qui sont en accord avec ce qu'on ressent. Et là, il y a toute une hiérarchie. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est assez juste, mais on doit compléter ça d'une autre façon aussi. Héloïse Lérété, sur cette pyramide des motivations de Maslow, elle est toujours pertinente, elle est dépassée ? Alors, elle est pertinente, mais c'est une théorie parmi d'autres, parce que des théories de la motivation, il y en a des centaines. Je sais Fabien Fenouillet qui en a dénombré, je crois, 101. On pourrait même en trouver davantage parce qu'on en trouve déjà dans l'Antiquité, chez Platon, par exemple, sur la théorie du désir. Donc, c'en est une parmi d'autres. Ce qui est intéressant, c'est que quand on étudie la motivation, finalement, on se confronte nécessairement à des visions de l'homme. Qu'est-ce qui nous meut? Quelle est notre force vitale? Est-ce que ce sont nos instincts? Est-ce que ce sont nos besoins physiologiques, nos besoins psychologiques? Parce qu'on a tous des besoins psychologiques, le besoin de se sentir utile, de se sentir compétent, de se sentir aimé, d'avoir des relations sociales. Donc aucune théorie n'enferme véritablement toutes les motivations qui nous meuvent dans ses filets. Sébastien Boller, vous retenez dans Cerveau et Psycho 3 grandes catégories, pour le dire vite. C'est le désir de réalisation, le désir de domination et le désir de connexion. Ouais, ce qui vient d'être dit, c'est très important, c'est que toutes les théories qui sont succédées sur les motivations, il y avait historiquement, il y a même eu un psychologue américain qui au début du XXe siècle, en avait dénombré 14 000. Ça allait de tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai, quand on fait une littérature globale, et alors il y a certains spécialistes de la motivation qui pensent aujourd'hui qu'on pourrait regrouper ça en trois grandes tendances motivationnelles qui seraient le besoin de réalisation, d'autoréalisation, le besoin de domination ou de pouvoir, et le besoin de connexion. Donc il y a une dimension sociale, une dimension de performance personnelle et une dimension de rapport de force. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que quand on fait des analyses multifactorielles de toutes les motivations qui sont inventoriées, souvent on arrive à les regrouper dans ces trois dimensions, et qu'elles ont aussi probablement une base physiologique ancienne. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les comportements animaux, notamment chez les espèces sociales. Il y a soit de la domination, soit le désir de performance qu'on retrouve chez les animaux, qui peuvent prendre goût à faire des tâches par eux-mêmes, sans même qu'il y ait une récompense à la clé. Et évidemment, le besoin de connexion qui existe aussi chez beaucoup de mammifères. Alors évidemment, les motivations d'une même personne varient avec l'âge. Le jeune docteur Lejoyeux n'avait pas exactement les mêmes motivations que le vénérable professeur Lejoyeux. Il en prend un coup terrible, là, tout à fait. Il y a quand même un truc, c'est le poison de la motivation. Il y a quelque chose qui tue la motivation, c'est la pensée en tout ou rien. Soit j'ai tout ce que je veux, je réussis tout, j'assume tous mes plaisirs, soit je les ai pas. Vous savez, moi, dans mes consultations, ce qu'on travaille beaucoup aujourd'hui, c'est, si j'ose dire, des nuances entre le tout et le rien. Parce qu'on n'est jamais complètement satisfait dans toutes ces motivations, évidemment. Sur les variations de la motivation à travers l'âge ?
Bien sûr, il y a une diminution effectivement de la motivation globale, hein, et puis il y a aussi une réorientation. Hein. Freud avait pu parler de sublimation, hein, du fait qu'on va aller peut-être un tout petit peu plus. Vous en êtes très loin, Ali. Hein, vous êtes complètement dans les motivations et les plaisirs adolescents, mais peut-être qu'à un moment on accède à ce que Freud appelait la sublimation, c'est-à-dire des plaisirs un petit peu plus distanciés et un petit peu plus intellectuels. Vous voulez tout d'un coup nous expliquer votre relation à la motivation, là, en direct? Je vous dirai ça hors antenne. Sébastien Boller, il est important d'établir une distinction entre, alors c'est un peu compliqué, la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Expliquez-nous cette différence fondamentale. Tout simplement, si vous demandez à quelqu'un, c'est quoi ton objectif dans la vie? Il va vous répondre, moi par exemple, c'est de réussir dans mon métier, c'est de fonder une famille, c'est d'avoir un cadre de vie agréable, c'est d'être performant dans mon travail. Bon, il va dire ça parce qu'il le pense, parce qu'il l'a formulé explicitement, consciemment, parfois parce que c'est un idéal aussi qui lui a été transmis par osmose, par ses parents, par un milieu social. Bon, parfois ça peut correspondre à quelque chose de sa nature profonde, mais dans d'autres cas, il peut s'avérer que, en fait, son désir profond, qui correspond plus à ses préférences, à ses goûts, à sa personnalité, c'est par exemple d'être plus dans un désir, une motivation de connexion, d'aider les autres, d'être rassuré par le fait d'être aimé. Bon. Et ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, on commence à pouvoir distinguer. Les motivations explicites, alors il suffit d'interroger la personne, et les motivations implicites, par certains tests qui reposent sur des images où on représente des scènes entre des personnes, on demande au sujet d'interpréter la scène. Et quand il cherche à interpréter la scène, s'il a implicitement, par exemple, une motivation de connexion, il va analyser la scène qu'il a vue en termes de relations sociales, de connexion, de distance, de prosocialité. On sent que cette personne est plutôt attirée par l'autre. Et donc il y a des moyens comme ça pour se rendre compte dans ces tests qu'on appelle d'apperception implicite que certaines personnes ont une motivation implicite qui peut être différente de ce qu'elle va afficher explicitement dans des questionnaires. Et là, c'est très important parce qu'on se rend compte après dans des tests que les personnes dont les motivations explicites correspondent aux motivations implicites, qui vont être beaucoup plus performants et beaucoup plus épanouis dans ce qu'ils font. Héloïse Lérité, sur la différence entre motivation intrinsèque et motivation extrinsèque. On pourrait en ajouter une troisième, parce que vous avez compris que sur la motivation, il y a des centaines, voire des milliers de théories, qui est la distinction entre la motivation autodéterminée et la motivation contrôlante. Alors, expliquez-nous. Tout de suite. La motivation autodéterminée peut faire penser un peu à la motivation intrinsèque. On fait les choses pour le plaisir. Mais en fait, c'est un petit peu plus subtil. C'est pas la motivation autodéterminée, on fait pas les choses pour le plaisir, mais parce qu'on a compris le sens profond de cette action et ce qu'elle pouvait m'apporter. Par exemple, j'adore les maths, je fais des maths. Motivation intrinsèque. J'aime pas spécialement les maths, mais je veux devenir astronaute. Mon rêve, c'est d'être la première femme qui va marcher sur Mars. Je vais faire des maths non pour mon plaisir, mais parce que j'en ai compris le sens profond. Et c'est pas la motivation extrinsèque ou la motivation contrôlante qui fait que j'agis sous le regard de quelqu'un qui peut-être va me punir ou me récompenser. Et donc c'est en perspective de ce gain ou de cette sanction que je vais agir. Héloïse Lérité, en matière de motivation, qu'est-ce qui marche le mieux en règle générale? C'est plutôt la carotte ou le bâton? Pour répondre de manière très simpliste, je vais vous dire la carotte. Il y a plusieurs quand même études psychologiques qui l'ont montré. Si vous donnez à des enfants, par exemple, des problèmes de maths, en leur disant celui qui a fait le plus de problèmes de maths aura une récompense ou celui qui en aura fait le moins aura une punition, eh bien les enfants vont mettre plus d'intensité à chercher la récompense qu'à éviter la punition. Mais la récompense ne motive qu'à court terme. Ça favorise l'intensité dans l'action. Si je vous dis, Ali, si vous faites 3 émissions par jour au lieu d'une seule, je vous offre 1 million d'euros à la fin de la semaine, vous allez carburer, vous allez les faire, vos émissions. Simplement, dès que je vais vous retirer cette promesse, eh bien, vous allez revenir à une émission et peut-être même que vous allez la faire avec moins d'entrain, votre émission. Donc, il faut se méfier du fonctionnement par carotte.
qui a une efficacité à court terme, mais qui n'entretient pas la motivation à long terme, au point qu'Alain Lieury, d'ailleurs, dans notre livre, disait que la motivation, la récompense pouvait tuer la motivation. Professeur Lejoyeux. Oui, il y a encore mieux que la carotte et le bâton, il y a le stylo. Ah. C'est-à-dire que quand on note ses motivations, quand on note ce qui nous a motivés, quand on note ce qui pourrait nous motiver, c'est extraordinairement motivant. Souvent, quand on se dit « j'ai envie de rien », c'est qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir à ce qui nous avait fait plaisir la semaine d'avant et ce qui nous ferait plaisir la semaine d'après. Vous savez, c'est une chose très très simple. La motivation ne s'use que si on ne la regarde pas. Il faut vraiment la regarder, la noter, même si ça a l'air un peu contraignant. Vous savez, et puis il y a une chose qui marche bien aussi, c'est la surprise. Vous savez, moi j'adore cette histoire de Patrick Modiano qui raconte que quand on se met à son bureau pour écrire, on est totalement tétanisé et on n'arrive pas à écrire. Modiano le raconte et quel grand écrivain c'est. Mais par contre, quand on est dans un parc, on se met à avoir des petites idées, on se dit « ah tiens, je pourrais ». Donc n'oublions pas aussi que la motivation ne va pas venir exactement au moment où on va croire qu'elle est là. Bonjour Damien, bienvenue. Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes motivé en ce moment? Je crois savoir que vous êtes étudiant. Oui, c'est ça. Alors non, comme beaucoup d'étudiants, on est nombreux à perdre notre motivation après 6 mois à mettre notre vie sociale et universitaire entre parenthèses, avoir tous nos projets se casser la figure depuis 1 an, les Erasmus annulés. C'est de plus en plus compliqué de trouver l'énergie et la motivation pour étudier ou travailler. Mais comme il faut continuer, on trouve quand même des moyens pour avancer, mais c'est plus compliqué. On avance avec un rythme plus lent. Moi, par exemple, j'ai l'impression de prendre plus de temps pour relire mes cours avant un partiel, lire un texte pour la fac. Je suis moins investi dans les travaux de groupe et c'est pesant de voir qu'on ralentit. Donc d'un côté, je trouve ça normal car vu les sacrifices qu'on nous demande, on ne peut pas nous demander de continuer avec le même rythme comme si tout allait bien, mais de l'autre, j'ai un sentiment de culpabilité face à ce manque de motivation par rapport aux autres qui travaillent avec moi et même par rapport à moi-même. Donc je voudrais savoir comment combattre cette culpabilité et comment mieux accepter cette baisse de rythme. Avant de vous répondre, Damien, pourquoi culpabilisez-vous ? On voit la différence avec la façon dont on était avant. On sent qu'on a plus de mal à réussir ce qu'on faisait bien avant, et là on sent qu'on a plus de mal. Et c'est plus long, on prend plus de temps, on a l'impression de pédaler dans le vide en fait. Je crois, professeur Lejoyeux, que Damien est représentatif de centaines de milliers d'étudiants, voire de lycéens. Bien sûr. Et il faudrait pas que Damien subisse d'une certaine manière une double peine. Parce que on est clairement gêné aujourd'hui, on est entravé quand il faut travailler. Quand on faisait des cours en amphi, on nous disait qu'on était barbant en amphi, mais maintenant qu'on nous voit sur un écran, on voit qu'on est encore plutôt pire sur un écran que dans un amphithéâtre. C'est très dur de se concentrer face à un enseignant sur un amphi. Mais cette difficulté-là, elle est totalement liée à la situation. Vous parliez d'extrinsèque ou d'intrinsèque, elle est complètement extrinsèque. Et il faudrait pas rajouter une sorte de perfectionnisme, se disant moi je dois m'éclater complètement, je dois être au top de mes performances. Peut-être que c'est aussi une des choses, sans faire de la grande philosophie, qu'on a appris, c'est-à-dire que l'épanouissement complet, le bonheur complet, l'efficacité parfaite, ça va être quelque chose d'ancien et que on est clairement moins efficace, on est clairement moins heureux, on est clairement moins performant, mais ne rajoutons pas à ça la culpabilité de j'aurais dû faire autrement. Un conseil à Damien, pratique. Un conseil à Damien, il y a une petite chose quand même qui motive et qui est un court-circuit de tous les effets psychologiques. Pardon Damien, vous ne m'attendiez pas là, mais c'est l'activité physique. Quand vraiment on n'a plus envie de rien, on commence à rebouger un peu, qu'on ne rajoute pas la double tenaille qui est d'un côté la culpabilité et de l'autre la sédentarité et l'absence de mouvement. Donc Damien, obligez-vous, même si vous n'y avez pas envie, à bouger un petit peu tous les jours, à avoir au moins cette motivation-là, et avec des tas de mécanismes neurobiologiques dont on reparlera peut-être, ce mouvement physique va aussi relancer la motivation intellectuelle. Et puis Damien, ne culpabilisez pas à remettre au lendemain, à procrastiner, ça ne dure qu'un temps, le temps de cette crise sanitaire. Sébastien Boller. Oui, la situation de Damien me fait penser à quelque chose qui est quand même assez pesant pour tous les étudiants. C'est à la fois la difficulté à se projeter
Et là, on sait que beaucoup d'études sur la motivation montrent qu'on peut libérer une énergie motivationnelle quand on arrive à se représenter un futur. Aujourd'hui, c'est dur. Et ce que je trouve intéressant dans ce que vous nous disiez pour la revue, Michel Lejoyeux, c'est que arriver à se projeter, ça peut aussi passer par des moments, vous parliez de déconnexion, de moments où on lâche un peu prise par rapport aux activités du quotidien. Peut-être que vous pourrez nous l'expliquer. Et peut-être qu'à ce moment-là, des rêves peuvent de nouveau apparaître et redonner le carburant pour même tout seul dans sa chambre faire quelque chose. On parlera de ce carburant dans un instant. C'est un très bon teaser pour la suite de l'émission. On reviendra sur cette question qui est très très importante en matière de motivation. On se retrouve dans quelques instants. Merci à Damien de nous avoir appelé ce matin au 01 45 24 7000. On se retrouve dans quelques instants donc pour retrouver son carburant intérieur quand sa motivation connaît une panne sèche. On écoute Alain Chamfort, Clara veut la lune. Clara veut m'entendre, inventer des mots tendres. Je devrais à chaque instant la surprendre. Et mademoiselle parle de se pendre. S'il faut attendre. Clara veut l'été, de mars à février, pour que les grillons ne cessent pas de chanter et que ses gambettes soient bronzées toute l'année. Alain Chamfort interprété Clara veut la lune. Je ne vous dérange pas. Je prends l'air, je suis dehors, je fume. Grand bien vous fasse. Un peu de gymnastique vous ferait plaisir. Sur France Inter. 10h29, comment retrouver la motivation alors que la crise sanitaire s'éternise? C'est notre thème ce matin avec le mensuel Cerveau et Psycho. Vous pouvez témoigner au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Professeur Michel Lejoyeux, vous vouliez apporter une précision après le témoignage de Damien, étudiant, que l'on a entendu juste avant le disque. Oui, Damien, il y a des tas de méthodes personnelles, on peut changer sa vie, on va changer des comportements et ça on va vous en donner beaucoup d'idées. N'oublions pas aussi, nous le savons dans nos universités, qu'on a le droit à certains moments de se sentir un peu dépassé, envahi par des idées tristes. Il y a
des lignes ouvertes, il y a des consultations pour les étudiants. Vous savez, on est dans un moment objectivement stressant, on est dans un moment difficile. Il faut vraiment pas hésiter à pousser soit son téléphone pour appeler, soit une porte pour être aidé. Les dispositifs sont là, hein, et vraiment, je peux en témoigner pour les étudiants de toutes les universités. Il y a des possibilités. Voilà, Damien, ne restez pas tout seul. S'il y a un moment, le niveau de démotivation augmente un peu, comme nous le voyons, y compris chez nos étudiants en médecine, hein, qui doivent affronter les malades infectés par le Covid, les changements de service, les cours en ligne. Tout ça est difficile. Nous savons que c'est difficile et nous sommes à leur écoute et par moment un tout petit peu plus qu'à leur écoute. Sébastien Boller, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Cerveau et Psycho. Comment retrouver son carburant intérieur quand sa motivation est à plat? Quels sont les facteurs de la motivation intrinsèque, hein, cette motivation que l'on puise en nous et qui ne vient pas de l'extérieur? Comment trouver ce carburant quand on trouve que le temps est répétitif et long après 13 mois de pandémie? Que nous dit par exemple le chercheur en neurosciences Jean-Philippe Lachaud que vous avez interviewé dans le numéro de Cerveau et Psycho? Oui. Alors lui, il s'attarde vraiment sur la fameuse motivation intrinsèque. Donc vous savez qu'il historiquement a été comparé à la motivation extrinsèque. Alors motivation extrinsèque, typiquement, on fait quelque chose pour du prestige, pour de l'argent, pour une récompense. Voilà. Et l'intérêt intrinsèque de ce qu'on fait passe presque au second plan. Par contre, la motivation intrinsèque, à la limite, se passe de récompense. C'est typiquement le passionné, je sais pas, de collection de timbres ou de piano, qui va le faire pour le plaisir, vraiment, et qui va, jour après jour, s'enfoncer de plus dans son activité, parfois même de façon quasi monastique, tellement ça justifie son existence. Alors, sans aller jusque-là, il y a quand même le plaisir de faire les choses en tant que tel. Alors, on sait aujourd'hui, ce que nous explique Jean-Philippe Lachaud, qu'il y a un certain nombre de facteurs qui favorisent cette motivation intrinsèque. Il y a d'abord le sentiment de compétence, c'est-à-dire quand vous vous engagez dans une tâche au jour le jour, et ça peut être quelque chose qu'on fait en situation de confinement, par exemple se découvrir. J'ai eu des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit je me suis redécouvert un talent pour le dessin. Alors qu'ils disent ça, non seulement ça me fait plaisir parce que je sens que je fais des choses pas mal, les gens me le disent, j'ai des retours positifs, et puis il y a une espèce d'alchimie qui fait que finalement le matin je prends mon crayon et le plaisir est là même sans le regard des autres. Donc ça c'est très important, sentiment de compétence. Sentiment d'autonomie, c'est les deux piliers de la motivation intrinsèque, c'est-à-dire être capable de choisir ce qu'on fait pour le plaisir qu'on y trouve, l'envie qu'on y trouve, vraiment, et de le faire quand on veut aussi. C'est pas qu'on va vous dire maintenant, faut commencer là et se terminer à ce moment-là. Il y a énormément de notion d'autonomie et de liberté dans la motivation intrinsèque. Il y a aussi dans l'activité qui donne du plaisir par sa propre réalisation, quelque chose, on sait maintenant que ça active le système de récompense dans le cerveau, c'est cette partie du cerveau qui libère de la dopamine, du plaisir, qui est très sensible à la nouveauté, et on s'est aperçu que par exemple chez les musiciens qui travaillent pendant 5 heures par jour, sans voir personne, sans même avoir l'idée peut-être d'aller passer un concours ou d'aller jouer un concert, non, eh bien il y a ce phénomène où on découvre de nouvelles sensations. Le pianiste va se rendre compte qu'il peut avoir un toucher un peu différent, un doigté. Il va explorer des dimensions, parfois d'une subtilité qui est inaccessible à ceux qui sont à l'extérieur. Et la découverte de toutes petites sensations nouvelles va alimenter ce système de récompense. Dernier point très important sur la motivation intrinsèque, il faut doser. C'est-à-dire qu'il faut chercher quelque chose qui soit ni trop facile, c'est ennuyeux, ça active pas le système de récompense, ni trop difficile. Le sentiment de compétence peut s'effondrer. Typiquement, c'est l'exemple d'un jeune athlète en division régional qui réussit très bien, qui est très bon. Il passe en national, il a que des défaites, sa motivation s'effondre. Cette zone-là, habile, s'appelle la zone proximale de développement. Le pédagogue russe Lev Vygotsky qui avait baptisé ce concept. Professeur Lejoyeux, pour retrouver sa motivation, vous nous invitez à appliquer le secret du président un peu oublié, président américain, Coolidge, et ça peut nous inspirer. Expliquez-nous en quelques mots. Oui, alors ça s'appelle l'effet Coolidge. Ça a été appelé par les neurobiologistes l'effet Coolidge, pour dire au fond, il faut pas travailler toujours sur les mêmes neurones, il faut de temps en temps aller en chercher d'autres. Ce que vous disiez sur le musicien, c'est comme s'il travaillait justement avec quelques neurones. Donc ce brave président Coolidge visite un poulailler
le président, accompagné de son épouse, visite un poulailler et il trouve les coqs et les poules extrêmement actifs et il demande au patron du poulailler, en visite officielle, vous voyez, on le voit en redingote, Monsieur Coolidge, président américain du 19e siècle, je crois, on le voit demander au propriétaire du poulailler, alors qu'est-ce que vous faites? Et le patron lui dit, vous savez, nos coqs restent très motivés parce que tous les jours, on leur offre une nouvelle poule. Et président Coolidge, très content, dit, vous devriez expliquer ça à Madame Coolidge. Madame Coolidge se renseigne un petit peu et le patron du poulailler lui dit, oui, mais vous savez, tous les jours, les poules ont le plaisir de rencontrer le coq, pour le dire comme ça. Et Madame Coolidge dit, vous devriez l'expliquer à Monsieur Coolidge. De cette blague assez idiote est venu l'effet Coolidge, qui est décrit en neurobiologie et qui est au fond la stimulation par la nouveauté. À la fois parce que un stimulus nouveau va agir beaucoup plus sur les neurones, et puis aussi, quand on est capable de recruter d'autres zones sensorielles, on va évidemment beaucoup plus utiliser l'ensemble de ses capacités. Vous vous souvenez du film Lucie, où l'héroïne mobilisait tout son cerveau, mobilisait des capacités. On est tous un peu des Lucie en puissance quand on fait quelque chose de nouveau. Le président Calvin Coolidge, qui fut président entre 1923 et 1929. Question de Marie-Laure Zonshine de Femme Actuelle. Oui, bonjour Ali, bonjour à vos invités. Je voulais revenir plus précisément sur le monde professionnel, les millions de salariés que nous sommes bloqués derrière nos écrans. On a très peu de recul aujourd'hui pour évaluer les besoins des salariés, justement, hormis une chaise de bureau adaptée, une bonne connexion Internet, c'est déjà pas mal. Comment vous imaginez la qualité de vie en télétravail? Parce que la qualité de vie au travail, on connaît, elle est obligatoire, elle se passe via des négociations avec les partenaires sociaux. Mais en télétravail, demain, même aujourd'hui, disons-le, comment on peut la bâtir? Quelle source de motivation, sachant que 2 d'entre elles n'existent plus, les conditions de travail telles qu'on les connaissait et les contacts humains surtout? Héloïse Lérité, vous venez de publier Psychologie de la motivation. Oui, alors évidemment, on a très peu de recul encore sur le télétravail à grande échelle tel qu'il se pratique depuis, disons, 1 an. Ce que tendent à dire les spécialistes, c'est qu'on est en train de passer subrepticement d'un management de la présence, c'est-à-dire que finalement c'est la présence qui garantit votre productivité d'une certaine manière, à un management par les résultats. Ce qui suppose une petite révolution copernicienne quand même, parce que à la fois ce nouveau management est plutôt plébiscité par les salariés. Je crois que près de 80% des salariés se disent satisfaits du télétravail et ont plutôt envie de continuer. Mais c'est source aussi de nouveaux risques psychosociaux, à commencer par le risque d'isolement. Parce que tout le monde n'a pas les conditions pour pouvoir installer un chez-soi de travail. Donc ça, c'est sûr que moi, je sais que dans ma propre pratique managériale, j'essaie de m'assurer que chacun des journalistes de sciences humaines ou des salariés de sciences humaines a un espace où il peut s'isoler. C'est très important. Et puis, il y a des risques aussi de pression au résultat. C'est-à-dire que finalement, quand on n'est plus jugé que sur son résultat, ça peut être une nouvelle source d'angoisse, de surresponsabilisation qui peut entraîner une grande fatigue professionnelle à laquelle il faut veiller. Et puis il y a un dernier aspect qui est très important, c'est qu'on l'a dit, l'un des grands besoins psychologiques humains, c'est le besoin de relations sociales. Oui. Et donc il faut veiller à trouver des espaces de convivialité. Et c'est pas la moindre des affaires, parce que on a beau dire qu'on va mettre en place des machines à café virtuelles, par exemple, et ben ça ne remplace pas le contact humain et les contacts informels à la réelle machine à café. Michel Lejoyeux. Oui, il y a 2 petites choses quand même qui sont vitales en situation de télétravail. Moi, j'écris sur les temps et sur la scansion des temps. Il faut couper le temps du travail et le temps du repos. Il faut absolument pas être dans un no man's land où je travaille un petit peu, je m'interromps. Donc, il y a vraiment, on était en temps de travail, il faut rester sur cette notion de temps de travail. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il y a des poisons qui sont tellement tentants quand on est à la maison. Le petit verre d'alcool, la petite cigarette,
elle est là, elle est tellement simple, elle va aider dans un premier temps à se concentrer, elle va détendre. Ce sont des dangers et nous le voyons aujourd'hui dans nos consultations, les salariés en télétravail, ils sont particulièrement exposés. On ne parle pas assez des chômeurs qui nous écoutent et qui peuvent baisser les bras, se démotiver. Quels conseils peut-on leur donner pour garder le cap, garder la motivation, Sébastien Boller? Moi, j'ai l'impression qu'il faut d'abord les déculpabiliser parce que évidemment ils sont confrontés à une situation, un marché du travail qui est plus dur. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de se faire embaucher dans la conjoncture actuelle et certains peuvent se dévaloriser à ce niveau-là. Et je crois que ce qui est très important, c'est d'arriver à diffuser le message qu'aujourd'hui tout le monde est un petit peu logé à la même enseigne. Ça va mal. Il y a eu des chômages partiels, il y a de la casse dans l'entreprise, il y a de la casse dans le milieu du travail. Donc je pense qu'il faut donner de l'espoir avec des horizons futurs et surtout déculpabiliser et dire c'est vraiment pas de votre faute, ça arrive à tout le monde en ce moment. Je ne peux pas que donner de l'espoir. Je crois aussi qu'il faut être vigilant. Quand on est chômeur, on est encore plus exposé aux conséquences psychologiques et psychiatriques de la pandémie. Donc on a plus que tout autre droit d'accéder à tous les dispositifs d'aide. Cette crise, elle est terriblement inégalitaire. Quand on a un travail, on a plus de capacité de résistance, de résilience. Là, on en perd une. Donc n'hésitez pas, nos structures sont ouvertes. Voilà, il n'y a rien de honteux, c'est pas un signe de faiblesse. Avec les chômeurs, le risque notamment de connaître un épisode dépressif. Bien sûr. On voit bien à quel point le travail, l'entourage social sont des facteurs de protection vis-à-vis d'un risque d'épisode dépressif. Et l'inverse est vrai aussi. Donc là encore, soyons... Vous savez, tout le sujet, nous ne traversons pas tous de la même manière cette pandémie. Il y a ceux qui doivent continuer à travailler, qui ont les contraintes induites par tout ce qui est limitation de circulation, et puis il y a ceux qui véritablement sont en première ligne dans ce qu'on appelle cette troisième vague psychiatrique. Là vraiment, soyons très très vigilants. On vous donnera d'autres solutions pour retrouver la motivation dans quelques instants. En attendant, il est motivé, il piaffe comme un étalon plein de sève. Éric Libio et ses choses presque vues. France Inter. T'es quoi, t'es médecin, psychiatre? Grand bien vous fasse. Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute? Éric Libio. C'est très bien, j'aime beaucoup cette présentation, Ali. Vous savez que la question se pose dès que le jour se lève, au saut du lit, peu après l'aurore, quand les lumières de la ville éclairent le vaste monde, ou plutôt la rue en bas de chez moi. Oui, la question se pose, comment se motiver alors qu'il est si facile de rester au lit, le lit conjugal ou pas d'ailleurs. Je me force, je ferme les yeux et je pense à rien, même si on ne saurait penser à rien. J'aimerais bien voir les copains d'abord, mais c'est trop compliqué pour l'instant, donc je commence par sortir pour aller courir les rues, courir à perdre haleine, courir à bout de souffle pour trouver le flux, un truc qui nous absorbe entièrement, comme vous le dites dans le magazine Cerveau et Psycho, courir comme une grande vadrouille solitaire. Je rentre à la maison et il faut maintenant trouver quelque chose à faire, trouver un cap canaille ou pas, un cap, que dis-je, un roc, une péninsule. Alors j'essaie la méthode Coué et je crie à nous la liberté, mais il y a peu d'écho. C'est vrai qu'il est difficile aujourd'hui de passer à travers l'orage de la pandémie qui parasite l'existence. On en viendrait presque à envier Alice qui passe à travers le miroir pour vivre d'autres aventures fantastiques. Se dire que l'ancien monde était l'âge d'or, ce n'est pas forcément ce qui fait plaisir quand on aimerait porter les ailes du désir pour s'inventer un autre monde, éviter la chute et de tomber au cœur des ténèbres. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire, lançait Anna Karina dans Pierrot le Fou. J'en suis là à espérer une délivrance. Oui, Alice, ce sont tous des désirs humains. Alors la culture me sauve encore une fois, rêver et même rêvasser. D'ailleurs, rêvasser, est-ce que c'est rêver assez? Dessiner des musées secrets imaginaires, peut-être peindre et faire l'amour, plonger dans les livres, s'inventer des histoires de petites gens, des histoires comme les autres, des histoires des contes, écouter des contes de Noël, des contes de juillet, des contes de cinéma. Et puis midi arrive entre deux plages de travail, travailler au noir ou beau travail, ça dépend. Et faire à manger me prend le chou. Tiens, une bonne salade aux choux rouge fera l'affaire. Et puis du poisson, n'importe lequel, mon côté breton et tout sur ma mère. Ce n'est pas le festin de Babette, mais ça fera l'affaire. Retour au boulot et une pensée pour ceux qui télétravaillent ou à ceux qui chroniquent par téléphone. Nous nous sommes tant aimés, Ali, que nous nous reverrons un jour. Et c'est déjà la fin de l'après-midi. Il est temps d'aller voir Cléo de 5 à 7 et puis rentrer en 4e vitesse parce qu'à 7 heures, la foule se presse, panique dans la rue. Il faut rentrer, c'est la règle du jeu. Vient le soir et j'aime savoir quelle est la vie des autres, alors je me mets à ma fenêtre sur cour et j'observe la nuit quand la ville dort. Ce ne sont que cris et chuchotements et j'imagine tout ce qui est arrivé près de chez vous,
C'est un peu voyeur, c'est vrai, mais c'est pour ne pas être seul au monde. Il est parfois des exercices qui paraissent vains et qui finalement ont occupé les démons de l'esprit. Ils ont aiguisé l'appétit et chassé les faux semblants comme on chasse une mouche. C'est un exercice comme des écrits sur le vent, quelques minutes et puis s'en vont. L'exercice ne sert à rien. Mais tête de mule comme je suis, j'ai insisté sans lâcher la bête et ça m'a motivé pour la journée. C'est pas plus idiot que d'apprendre l'anglais, c'est même parfois malin, ça fait sourire et ça m'évite de penser que les cinémas sont fermés. 3 minutes 30 pour une chronique qui contient 80 titres de films. Voilà Ali, c'est la fin. Et je vais réécouter votre chronique en podcast pour comptabiliser ces 80 titres de films. C'est très amusant. Et vous pouvez agrandir le cercle des fans d'Éric Libion en lui écrivant sur la page Facebook de l'émission sur l'appli France Inter. Vous restez évidemment avec nous, Éric. Et dans quelques instants, de précieux conseils pour renouer avec la motivation, le désir d'agir. En attendant, on écoute Jungle, Keep Moving. Et notre réalisatrice Claire Destacan qui danse sur Jungle Keep Moving. Qu'est-ce que c'est bon. Grand bien vous fasse. Ali Rébéi sur France Inter. 10h48, comment retrouver la motivation alors que la crise sanitaire s'éternise? C'est notre thème avec le mensuel Cerveau et Psycho. Vous pouvez témoigner au 01 45 24 7000. Bonjour Guillaume, bienvenue. Oui, bonjour Ali. Alors qu'est-ce qui vous motive vous en ce moment? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Eh bien, j'ai cette impression que la motivation comme la démotivation est à l'instar du virus assez contagieuse et que pour relancer cette spirale vertueuse, en fait, on peut commencer par des tout petits gestes comme faire son lit et un accomplissement en entraînant un autre, on va pouvoir enchaîner sur des petites réalisations et au pire, à la fin de la journée, si on n'a rien réussi, on aura quand même fait son lit et on pourra
enchaîner sur une deuxième journée plus vertueuse. Alors Guillaume, je pourrais vous présenter Sophie qui nous a écrit sur la page Facebook la motivation, c'est un vaste sujet. Il faut se reconnecter de manière simple et facile en se redonnant des mini-objectifs accessibles et réalisables. Monter un étage à pied plutôt que de prendre l'ascenseur. Rester créatif dans les petits gestes du quotidien. J'ai l'impression que ça vous parle, ce qu'écrit Sophie, ce que nous dit Guillaume, professeur Lejoyeux. Oui, ça me parle beaucoup. Faire son lit, c'est vraiment un début de thérapie. Il y a quand même deux conditions. Et Guillaume, sans s'en rendre compte, nous les a dites. La première, c'est de le faire en pleine conscience. C'est-à-dire, je fais pas mon lit de manière machinale ou en râlant, je fais mon lit en ayant la conscience que je le fais. Et la deuxième, c'est une fois que je l'ai fait, je le recense comme une activité positive que j'ai faite. Donc, vous voyez, le sujet, c'est peut-être moins, évidemment, ce sont ces petites activités. Je ne vais pas vous dire qu'elles ont un effet magique, mais le fait de commencer à ne pas avoir une journée totalement vide, mais à avoir des actions qu'on repère, qu'éventuellement on note. Je reviens à mon petit stylo entre la carotte et le bâton, le stylo. Donc vous notez que vous avez au moins fait votre ligne, même si vous le notez mentalement. Ces deux facteurs vont faire du bien. Et puis là encore, ça nous sort du tout ou rien. Est-ce qu'une journée est totalement réussie ou totalement ratée? J'en sais trop rien. Mais au moins, j'aurais gagné une petite chose, qui est d'avoir fait mon lit. Ça me plaît beaucoup, Guillaume, cette idée. Merci beaucoup, Guillaume, de nous avoir appelés. Alors, en ce moment, on n'a pas trop envie de se lever avec ce froid. Professeur Michel Lejoyeux, quel est votre programme pour remettre ces désirs en action? Vous évoquez dans Cerveau et Psycho un programme très efficace, mis au point par l'Université de Boston. Expliquez-nous quel est ce programme. Oui, absolument. Quand on a voulu travailler sur ce dont on avait besoin dans ces temps de crise, de renaissance, l'Université de Boston propose 3 activités. La première, je trouve chez moi une qualité. Je note une qualité dont je me suis servi dans la semaine. Il y en a qui dansent le week-end, il y en a qui font du sport. Je me souviens de cette qualité et je vais la recenser. La deuxième, je vais programmer pour la journée ou pour la semaine une activité agréable, riche de sens, et ça va être un vrai rendez-vous. Vous voyez, comme on fait cette émission, on va pas dire au dernier moment, tiens, on vient pas, vous le faites pas, ça. Ouais, mais même vous le faites pas. On le programme. Et ben aussi sérieusement qu'on programme un rendez-vous professionnel qui peut aussi être un peu souriant, on va programmer cette activité et la noter. Et la troisième chose, le troisième moteur de motivation, alors qu'on en veut au monde entier. On en veut au virus, on en veut à celles et ceux qui nous parlent du virus, à celles et ceux qui gèrent le virus. On va se dire à qui je dis merci. Et on va écrire ce qu'on appelle une lettre de gratitude. Donc je vais dire merci. Ce qui est important, c'est moins ce que je vais dire, c'est de commencer à chercher qui est le bénéficiaire potentiel de ma lettre de gratitude. Et, je le raconte dans mon bouquin, ce programme, pendant 3 mois, 62% des personnes qui l'ont suivi se sont senties plus motivées. Et puis vous m'avez donné une idée. J'ai adoré le rêvasser avec la polysémie du terme d'Éric Libiot, faire 10 minutes de déconnexion, de ce qu'on a appelé dans l'interview du mind wandering. Je laisse mon esprit flotter. Pour la musique. Vous avez vu, on vous a quasi tous perdus là avec. Pendant le disque où je dansais, je le confesse. Et de tous les côtés. Et on a commencé à ressentir une motivation. Donc, il va suffire qu'avec le prétexte d'une musique, d'un texte, d'un moment où on déconnecte son ordinateur, on laisse son esprit volter, vagabonder, pour que là aussi les désirs reviennent. Donc 3 activités simples, au minimum dans la semaine, et si on peut tous les jours. Héloïse Lérité, vous qui avez écrit Psychologie de la motivation, quel conseil pour nos auditeurs ? Eh bien, je crois qu'il faut en effet rêvasser, et c'est pas si simple dans la période actuelle. Vous savez ce que disait Montaigne, misérable à mon gré qui n'a chez soi, ou être à soi, ou se faire particulièrement la cour, ou se cacher. En fait, chez soi, quelquefois, on a même plus cet espace à soi, ce rapport à soi, parce que le domicile est saturé d'activités sociales, professionnelles. Il faut s'occuper des enfants, de l'école à la maison, répondre à son employeur, à son collègue. Et donc, il faut se ménager absolument ces temps pour penser, pour rêver, pour tirer des fils, et puis sonder quelles sont ces grandes envies, ces grandes ambitions. Parce que, vous savez, il y a une très belle théorie de la motivation qu'on appelle la théorie de l'autodétermination, qui dit que quelquefois, tout simplement, vous êtes démotivé parce que vous poursuivez des objectifs
qui ne sont pas les vôtres, qui ne sont pas vraiment les objectifs que vous vous êtes fixés vous-même. Ils vous ont été imposés et ils n'ont pas vraiment de sens pour vous. Eh bien, peut-être que dans cette période où on est à nouveau confiné, ça vaut la peine de fermer ces écrans, qui font aussi écran à notre réflexion, de discuter avec soi-même et de se dire d'abord pourquoi je fais les choses, c'est la question du sens. Est-ce que je m'en sens capable ? C'est la deuxième phase de la motivation qui est la... Ah, on vous a perdu, chère Héloïse Lérité, on va essayer de vous récupérer. Sébastien Boller, dans cette émission, nous évoquons régulièrement un état particulier, le flux, l'état de flow en anglais, et c'est un état très très motivant. On doit cette notion, je le rappelle, au psychologue américain Mihaly Csikszentmihalyi. Racontez-nous, rappelez-nous ce qu'est cet état de flux, cet état de flow. Oui, c'est un état qui subjectivement est vécu comme quelque chose d'unique, comme des moments où tout semble très clair, les pensées sont claires, on est entièrement immergé dans ce qu'on fait au moment où on le fait. On est complètement absorbé dans ce que l'on fait au point d'en oublier le reste. Oui, il y a vraiment un phénomène de bulle qui s'installe et tout semble très très fluide. C'est-à-dire par exemple un écrivain qui est dans un moment de flux, les phrases coulent toutes seules. Il ressent une impression à la fois de chaleur intérieure et puis comme si le monde extérieur n'écrivait pas, il a l'impression d'être en maîtrise totale de ce qu'il fait, de facilité, de performance et de grande clarté. Et ça, c'est quelque chose qui ne dure en général pas très longtemps, ça peut durer 10, 20 minutes, 1 heure, 2 heures peut-être, et qui donne vraiment un plaisir, une impression de sens aussi, une envie de recommencer évidemment. Mais ça a été d'ailleurs dans les premières études scientifiques sur le bonheur, à l'époque on a commencé à étudier le bonheur, qui s'appelle le bien-être subjectif en psychologie, pratiquement le seul facteur systématiquement associé à ce que les gens appellent le bonheur. C'est justement Csikszentmihalyi qui aboutit à cette conclusion. Ça a été lui vraiment qui a montré ça. Et on peut l'atteindre dans le sport aussi. On peut l'atteindre dans l'art. Il me paraît même que ça peut s'observer chez certains employés de bureau qui remplissent des tableaux Excel et qui à un moment sont tellement efficaces dans le fait de remplir les cases, d'appliquer les macros et tout, qu'ils sentent un état de flux. Et puis aussi ne pas hésiter à utiliser les couleurs. Dans ces moments-là, on a sa plante verte à côté de soi. On est au moment où quand même les bourgeons sont en train d'ouvrir, où le ciel est bleu. On s'est aperçu que ces deux couleurs, pour des raisons, vous savez, c'est un peu la théorie de Goethe, mais qui reprend au niveau de la neurobiologie, ces deux couleurs que sont les bleus et le vert. Et on en a beaucoup ce matin. On va avoir un effet de motivation et de stimulation cérébrale, avec beaucoup d'études qui le confirment. Un mot de conclusion, Héloïse Lérité, on vous a retrouvé. Oui, un mot de conclusion, eh bien, je dirais que si vous vous sentez motivé ou démotivé, c'est le signe que vous êtes libre. Faut pas oublier que cette notion de motivation, elle est assez récente, elle date des années 50, c'est-à-dire de la montée en puissance de ce que Elias appelait la société des individus. Auparavant, la question de la motivation ne se posait pas ou peu, parce que tout était tracé d'avance. Les destins scolaires, sociaux, professionnels étaient attribués par la famille, par la société, ils étaient contraints. Et finalement, se poser la question de la motivation, c'est chercher à comprendre pourquoi on agit, pourquoi on persiste dans notre effort aussi, alors que rien ni personne finalement ne nous y contraint. Merci à tous, merci professeur Michel Lejoyeux. Votre livre Les 4 temps de la Renaissance est publié chez Lattès. Merci Héloïse Lérité, Psychologie de la motivation est publié aux éditions Sciences Humaines. Merci Sébastien Boller. Le numéro d'avril de Cerveau et Psycho est disponible en kiosque et en ligne avec à la une retrouvez l'envie. Vous y retrouverez également un très bon papier, Tombe-t-on amoureux de ceux qui nous ressemblent, tout un programme. Demain, comment expliquer la famille aux enfants, comment ils vivent dans une famille recomposée, monoparentale, homoparentale ou plus traditionnelle. Les enfants et les parents peuvent témoigner demain dès 9h au 01 45 24 7000.